Bonsoir à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Vincent Letouzé, gynécologue obstétricien, et j'ai le grand plaisir d'introduire ce soir ce webinaire Besin sur l'endométriose. Non pas l'endométriose dans tous ses états, mais l'endométriose dans toutes ses régions, dans tous ses territoires. J'ai le plaisir de co-animer ce soir avec Guillaume Legendre et deux de ses invités qui va nous présenter ce webinaire autour de cas cliniques sur l'endométriose. Pourquoi des cas cliniques? Parce qu'on avait envie de vivre l'endométriose ensemble, dans son dépistage, dans sa prise en charge, dans la confrontation du terrain avec ses parcours patients, avec aussi ses problématiques d'accès aux examens complémentaires, la notion de pluridisciplinarité. Grâce à notre sponsor, ça nous paraissait intéressant de visiter les différentes régions de France. Et donc ce soir, nous sommes en Pays de Loire. Et c'est donc le professeur Guillaume Legendre qui va nous présenter les intervenants de ce soir. Guillaume. Merci Vincent. Oui, bonsoir à tous. Merci tout d'abord à Besin pour l'organisation de ce webinaire. Avant de vous présenter les deux invités, je vais vous proposer de vous rendre sur le chat pour répondre à quelques questions, pour mieux savoir qui vous êtes et essayer ainsi de mieux répondre éventuellement à vos attentes sur l'endométriose. Donc, ça va prendre que quelques minutes pour répondre ces deux, trois petites questions pour nous guider sur la prise en charge. Le but de ces discussions, c'est vraiment d'être interactif. Donc, n'hésitez pas à poser les questions en live à Vincent, à Marlène et à Laurence qui représentent la région Pays de Loire. En Pays de Loire, on est une région assez dynamique. On est une petite région, on n'a pas souffert de la réorganisation. On a un réseau puissant avec 23 maternités. On s'entend très bien avec Nantes, même s'il n'y a pas de Nantais ce soir. On travaille très bien avec Stéphane Ploto et l'ARS pour un projet global de maillage territorial sur l'endométriose. Je vais présenter du coup Marlène Berthomével qui me fait l'amitié de venir sur ce webinaire, qui est sage-femme à Mazé, qui représente quand même la population sage-femme. Tu as la lourde charge de ça, Marlène. Désolée pour le poids des responsabilités, mais c'est intéressant puisque c'est vrai qu'on travaille vraiment de concert avec les médecins généralistes et sages-femmes qui sont très importantes dans nos régions. On a des départements qui sont assez ruraux, avec des régions assez éloignées, où on a besoin finalement de tous les praticiens de terrain pour nous aider dans cette pratique. Et j'ai demandé à Marlène qu'elle soit un petit peu la représentante des difficultés un petit peu de ces territoires. J'ai aussi la chance d'avoir Laurence Vietrich qui prend sur ses vacances pour vous rejoindre, qui est gynécologue obstétricienne à la clinique du Tertre Rouge au Mans, qui est donc à la fois médecin de la reproduction, mais également gynécologue et obstétricienne, et qui nous fera part de son expérience sur la FIV dans le domaine de l'endométriose notamment. Donc merci à toutes les deux. On va donc débuter avant ces cas cliniques les brèves réponses aux petites questions qu'on vous a posées pour mieux savoir qui est finalement derrière ces écrans, parce que c'est un petit peu compliqué pour nous aussi de faire des webinaires totalement interactifs sans vous connaître, sans avoir vos visages. Donc on va essayer de vous connaître un petit peu mieux. Je te rends la parole, Vincent. Alors oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter du coup à vous adresser toutes les questions sur la proposition de chat qui vous est. On va se répartir avec Guillaume la possibilité de répondre à vos questions au fur et à mesure et de les recontextualiser s'il faut. N'hésitez pas même à posteriori à poser des questions. La première information qui tombe ce soir, c'est qu'on a une bonne répartition au niveau de la population concernée ce soir, avec une bonne audience, mais on a une répartition qui s'équilibre bien entre des participants qui se prédisposent comme gynécologue obstétricien, gynécologue médical, médecin généraliste et sage-femme. Donc on a une assez bonne répartition. Du coup, Guillaume, je pense que tu vas pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Il est 7h06 maintenant. On peut attaquer éventuellement le premier cas clinique si tu veux. Tout à fait. Donc 30% de gynécomètres, 30% de gynéco-obs, 20% de sages-femmes, 5% de médecins généralistes et 10% d'autres. Des petits cas cliniques pour… Alors le but, c'est vraiment que vous soyez
L'idée, c'est pas un format DPC, c'est vraiment une pratique de terrain où chacun, on discute tous ensemble. Donc, on est un peu nombreux, il y a plus de 400 inscrits, donc c'est un peu compliqué, mais on essaie de répondre à toutes les questions sur ces cas cliniques assez simples. Donc, un cas clinique numéro 1. Vous recevez à votre cabinet de consultation Madame L, 19 ans, accompagnée de sa maman. La mère de Madame L est très inquiète car sa fille, qui est en terminale, présente des règles très douloureuses qui peuvent parfois s'accompagner de malaises vagos. Les premières règles de la patiente remontent à 4 ans. Elle est G1P0 avec une interruption médicamenteuse il y a 6 mois. Les cycles sont réguliers, il n'y a pas de traitement particulier. Première question assez basique. Vous suspectez quand même une endométriose devant les douleurs de règles très importantes. Comment finalement vous allez conduire votre interrogatoire pour confronter votre diagnostic? Peut-être, Marlène, toi, tu peux commencer donc il y a quand même 1/5 de l'audience qui est sage-femme, tu n'es pas toute seule. Ouais. Comment, toi, tu te dépatouillerais d'une petite jeune qui vient te voir pour ça? Je vais essayer de pousser un petit peu l'interrogatoire. Tu dis qu'elle présente des dysménorrhées. Je vais surtout essayer de voir s'il y a d'autres signes associés. Elle est en couple, donc est-ce qu'elle a des dyspareunies profondes, par exemple? Est-ce qu'elle souffre de dysurie ou de douleur à la défécation? Donc, je vais essayer de cibler un petit peu plus peut-être le type de douleur qui pourrait peut-être m'orienter également sur, je sais pas, une endométriose peut-être profonde. Je vais essayer de la questionner. Et puis, il était question du retentissement. Je crois, il était dit que voilà, elle faisait des malaises. Et je crois, il était dit aussi qu'il y avait un absentéisme scolaire. Donc, j'essaie de voir avec elle, effectivement, si, pour pallier à ça, est-ce qu'elle prend déjà des antalgiques? Est-ce qu'elle est soulagée par ces antalgiques? J'essaie de cibler un petit peu, d'aller un petit peu plus loin dans l'interrogatoire, effectivement, par rapport à ça. Super. Du coup, c'est vrai que c'est exactement un peu ce qu'il faut. C'est les questions qu'on se pose tous. Je vous posais la question un petit peu de l'examen clinique. Là, c'est peut-être un peu facile parce qu'elle a déjà eu une IVG, mais c'est vrai que parfois, personnellement, c'est totalement discutable parce que ça peut être rentable. C'est vrai que je ne vais pas forcément toujours examiner une patiente de 17 ans qui n'a jamais eu d'examen gynéco, même si on peut trouver des gros nodules d'endométriose vaginaux, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que parfois, je les laisse souvent tranquilles avant l'écho, mais c'est que mon attitude personnelle. Je ne sais pas vous, Vincent, ou Laurence, comment vous envisagez la chose? Vincent? Le fait qu'elle ait déjà eu une IVG, on peut se dire que l'examen gynécologique peut être un petit peu plus facile et nous rassurer. Mais si c'est un premier contact, effectivement, peut-être qu'il vaut mieux d'abord reprendre l'interrogatoire, essayer de bien coter la douleur, évaluer son retentissement dans sa vie scolaire, activité extrascolaire, etc. Avant surtout pour un premier contact, c'est toujours un petit peu compliqué, je trouve, d'aborder un examen gynécologique chez une jeune fille à 17 ans. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je miserais vraiment sur l'interrogatoire vraiment poussé pour cette patiente. Dans un premier temps, en tout cas. Parfait, moi ça me va bien. Vincent? Oui, je dirais rien de plus. Après, je pense que ce qui n'était pas très précisé dans le cas clinique, ce qui fait justement la richesse du contact, c'est que ça dépend aussi pour ce que vient la dame. C'est-à-dire que si la patiente, elle est accompagnée, elle n'est pas accompagnée, certaines patientes peuvent venir quelque part dans le cadre d'un deuxième avis. Et donc, à partir du moment, ce qui est quand même propre à cette population, et donc dans le cadre du deuxième avis, ce qui est aussi important, c'est qu'indépendamment de nos a priori, de nos usages à titre personnel, c'est pareil, j'éviterais d'examiner cette patiente au premier examen. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de replacer la patiente dans son parcours de soins à travers son interrogatoire pour voir ce qu'elle a déjà eu comme examen complémentaire, voire subi dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'effectivement, on est plutôt tous, je pense, frileux sur l'examen gynéco parce qu'effectivement, c'est des patientes qui, des fois, ont eu malheureusement à avoir du nomadisme médical, pas que pour des mauvaises raisons,
C'est-à-dire que 5 fois sur 6, elles se sont fait traiter d'hystériques ou on leur a expliqué que c'était normal. Donc, résultat des courses, c'est sûr que par contre, pour se faire entendre ça et avoir un 7e examen gynécologique plus ou moins douloureux, là, c'est sûr que ça explique un peu toute notre conduite à tenir. Après, certaines patientes, alors c'est quand même assez rare au premier examen, mais certaines patientes sont plutôt désireuses de montrer, alors c'est pas forcément sur la sphère génitale, mais une zone douloureuse, une zone d'irradiation, et des fois, indépendamment de l'examen génital, expliquer que c'est pas mal au rein, mais c'est une projection sur les ligaments utérosacrés, ou expliquer un petit peu à travers un examen clinique, mais on va dire moins invasif, l'anatomie que vous allez par exemple pouvoir lui présenter sur un petit schéma pour lui expliquer qu'une douleur qui est projetée dans le bas du dos, c'est pas pareil c'est pas la douleur de sciatique et ce genre de choses. Des fois, ça peut être, vous voyez, c'est une espèce d'examen clinique qui est avec du bon et sans du moins bon. Je sais pas si ça vous parle. Si, moi c'était un peu ça. Voilà, l'idée c'est l'examen clinique en endométriose, ça peut être très parlant, mais c'est souvent quand même, faut avoir l'idée que c'est pas toujours très sensible ni très sensible. Donc c'est vrai que dans des mains même expertes, on voit que des utérosacrés un peu tendus, c'est que 30% des cas. Le nodule, il va pas forcément être visible dans plus de 50% des cas. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas très à l'aise finalement avec l'examen gynéco, dans votre pratique de médecin généraliste par exemple, vous faites finalement peu de gynéco, ça me choque pas du tout d'envoyer la patiente éventuellement à une imagerie ou à un spécialiste sans forcément un examen poussé. Et voilà, c'était juste un petit peu ça. Je vous propose d'avancer pour rester dans le timing. Donc finalement, vous interrogez un petit peu comme le disait Marlène, la patiente ne présente pas de douleur à la défécation au moment des règles ni de dysurie. Il existe en revanche une alternance de diarrhée, constipation, notamment monodiarrhée, qui est assez classique en lien avec l'inflammation, notamment chez les patientes endométriosiques. L'examen au spéculum ne révèle pas de nodule d'endométriose vaginale. Le TV est sensible. L'utérus est mobile de taille normale. Les ligaments utérosacrés vous semblent souples. Donc, finalement, un examen clinique qui n'est pas très pertinent et c'est vraiment, voilà, vous en êtes resté un petit peu là sur votre interrogatoire avec une jeune patiente qui a des dysménorrhées, des douleurs de règles, un tableau, je pense qu'on rencontre de plus en plus maintenant. Donc, un petit questionnaire. Donc, pratiquez-vous même l'échographie, vous avez répondu. Alors, c'est très 50-50, 56% oui, 44% non. Donc, il y aura un petit topo et d'autres questions qui vous étaient posées. C'était du fait de votre organisation personnelle ou de vos difficultés territoriales éventuelles, quelles imageries prescrivez-vous en première intention? Je ne sais pas, toi, Laurence, tu prescris quoi, toi, en première intention? Toi, tu pratiques ton échographie, je pense. Alors, c'est vrai que voilà, moi, j'ai un appareil d'écho au cabinet donc, qui me sert vraiment beaucoup. Donc, c'est vrai que je vais assez facilement à l'échographie, surtout par voie vaginale chez une jeune fille qui n'est plus vierge. Ce cas clinique serait chez une jeune fille de 14, 15 ou 18 ans qui n'aurait jamais eu de rapport. Évidemment, c'est quand même pas non plus une imagerie forcément indispensable, surtout sur un premier contact, surtout si la patiente n'a pas encore eu de traitement médicamenteux pour essayer d'atténuer ses douleurs. Voilà, si j'ai l'appareil sous la main, la possibilité de le faire, je vais assez facilement à l'échographie. Ça peut permettre aussi un petit peu aux jeunes filles, je trouve, voilà, c'est l'utérus, c'est les ovaires, de faire un petit peu de rappel anatomique. Si on voit rien, de rassurer aussi un petit peu les gens. Après, c'est vrai qu'à 17-18 ans, trouver une anomalie dans le cadre d'une endométriose, c'est possible. Mais je ne sais pas votre expérience à vous tous, mais je ne pense pas que ce soit quand même un examen indispensable à cet âge-là dans le dépistage d'anomalies endométriosiques ou autres. En tout cas, l'audience est d'accord avec toi, avec finalement l'échographie de débrouillage qui est prescrit finalement dans la majorité des cas et largement devant l'IRM et l'endométriose, mais là encore, il n'y a pas de bonne pratique. Hein. C'est vraiment c'était un petit peu votre expérience. Ça dépend aussi vu qu'on est voilà, Marlène, toi tu fais pas d'échographie, voilà, même si non, moi je fais pas d'écho. Les sages-femmes font des échographies, toi tu ne fais pas partie. Ouais, moi j'en fais pas. Alors ça dépend un peu de la patiente. Ça va dépendre, oui, de son parcours et de ses attentes également. Il m'arrive d'en prescrire suite au premier rendez-vous.
de prescrire une écho, endovaginale, en lui expliquant aussi l'échographie. Ça peut également m'arriver de tenter éventuellement une thérapeutique et puis éventuellement d'attendre d'être un peu... Je ne le fais pas de manière systématique. Tu t'adaptes à tu fais un peu au feeling en fonction Exactement. de la patiente. Comment tu la sens très en demande. Après, c'est difficile, je trouve, si la patiente elle te dit d'emblée, je pense à une endométriose. Parfois, on a du mal, je trouve, à ne pas aller de répondre à leur demande en ne leur pratiquant pas d'imagerie. Mais ça, c'est mon ressenti. Non, mais tu as raison. Effectivement, si elle me dit, bah voilà, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu que j'ai des signes d'endométriose, j'ai vu que l'échographie, ça peut être un examen pertinent, je vais certainement lui en prescrire une à l'issue du rendez-vous, ça c'est sûr. Je m'adapte beaucoup aussi aux attentes des patientes. Super. À ce sujet-là, Vincent Letouzé, c'est vrai que ça dépend aussi de qui a adressé la patiente et comment elle vient. Si c'est une jeune fille qu'on connaissait, qui vient pour son suivi, voilà, le problème des dysménorrhées arrive dans l'interrogatoire. C'est pas pareil que la dame qui est envoyée par sa sage-femme ou par son généraliste pour un deuxième avis à notre petit niveau entre guillemets de praticien de territoire. Ce qui peut être intéressant pour rebondir un petit peu, c'est de profiter du chat avec des réponses relativement assez rapides. Si je posais la question, parce que ça, c'est toujours intéressant de se rendre compte que dans le territoire, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Si je dis, est-ce que éventuellement les participants, vous pouvez mettre sur le chat quel est votre délai d'accès moyen à une échographie et votre délai d'accès moyen à une IRM, en espérant avoir quelque chose de valable, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire pas une échographie gynéco où on se retrouve avec une aorte et une rate en place, mais quelque chose d'un petit peu pertinent. Éventuellement, si vous pouvez le mettre sur le chat, on vous fera partager une petite synthèse entre guillemets Pays de Loire, parce que c'est toujours assez intéressant de croiser un peu, parce que comme c'était bien dit tout à l'heure, c'est un vrai problème de savoir si on ne fait pas des échos par défaut, parce que c'est quand même l'échographie qui est sur le territoire français, en règle générale, connaît une très grande accessibilité, et l'IRM beaucoup moins. Ça, on se rend bien compte, nous, dans les publications, que c'est quand même très français. Et donc ça pourrait être intéressant de partager ça entre nous, s'il vous plaît. Du coup, on va, en attendant que vous répondiez, on avance un petit peu pour décliner un peu la soirée. Donc, l'examen clinique est normal. Donc, quelle est votre attitude thérapeutique? Donc, en pratique, toi, Laurence, qu'est-ce que tu proposes sur une petite jeune comme ça qui vient te voir en première intention? Tu as fait une écho, tu as fait ton écho de débrouillage qui est plutôt rassurante. Du coup, tu pars sur quoi de manière classique? Je pense que, comme tout le monde, il n'y aura pas de grande nouveauté là-dessus. On partira plutôt sur une contraception œstroprogestative. Après, à voir s'il y en a déjà une ou pas, parce qu'en général, quand les jeunes filles sortent d'une IVG, c'est rare qu'elles sortent pas sur une contraception prescrite. Mais bon, reprendre effectivement la contraception. Si elle avait déjà une contraception et qu'elle souffre pendant ses règles, effectivement, la solution de la prendre en continu, peut-être avec une pause tous les 3-4 mois pour éviter les spottings, peut être intéressant, ou changer de contraception pour des progestatifs au long cours. Donc, ça dépend de ce qu'elle a déjà comme traitement hormonal et ce qu'elle souhaite, elle, par rapport à un souhait éventuel de grossesse ou non. Et puis, bien insister aussi, je trouve, c'est assez fréquemment, moi, j'insiste personnellement beaucoup dessus sur les antalgiques, les anti-inflammatoires, à prendre en prévention pendant les règles, ça marche bien quand même. Donc, réexpliquer les modalités de prise d'antalgique avant d'avoir mal pour éviter justement l'installation d'un cercle douloureux. Parfait. Donc, vous pouvez répondre également, vous, qu'est-ce que vous utiliseriez plutôt, vous, dans ce cas-là, en première intention chez une jeune fille, plutôt des microprogestatifs, une pilule en continu, en discontinu, des macros, un stérilet un SIU au lévonorgestrel ou autre chose, par exemple, ça lui permet toujours un petit peu d'avoir, pareil, là encore, une idée de vos prescriptions, sachant que tout est valide, bien évidemment.
Alors, il y a déjà une bonne réponse, Guillaume. On a quand même 53% de réponses sur une œstroprogestative en continu. On tombe à 20% en discontinu. Et ensuite, on trouve à égalité à moins de 10% microprogestatif, macroprogestatif, SCI oligonogestrel, et on a 7% d'autres. Fort de ces réponses, j'aurais bien posé une question à Marlène sur est-ce que vous avez des patientes qui tiquent un peu et disent bah, moi, vous n'avez pas quelque chose sans hormones? Si, on en a pas mal. On en a de plus en plus des patientes qui vont avoir discuté avec des amis ou être allées sur les réseaux sociaux et avoir lu des choses sur les hormones de manière générale. Donc j'essaie à la fois de souvent déconstruire des choses qui ne sont pas toujours licites sur les pilules œstroprogestatives et puis surtout apporter peut-être finalement la réponse par rapport à l'intérêt que ça pourrait avoir pour elles. En particulier dans l'endométriose, finalement, le principe est en règle générale de suspendre pendant un temps ou en particulier, moi je prescris pas mal en continu les œstroprogestatifs dans les suspicions d'endométriose. Donc, j'essaie d'expliquer que le principe, c'est de mettre tout en pause. Et que, voilà. Mais c'est effectivement un discours que j'entends beaucoup actuellement. Toi, Vincent, tu la managerais comment, cette patiente? Tu partirais comment? Moi, j'aurais bien posé la question à Laurence avant de répondre sur l'hormonophobie. Est-ce que les techniques justement, parce que propre à la pratique de la PMA, il y a beaucoup d'accompagnement qui est mis en place autour d'un parcours de PMA et bien évidemment autour de l'hormonothérapie. Donc, je voulais savoir aussi ce que Laurence, indirectement, mais par ta pratique de la PMA, tu peux te retrouver, toi, à proposer à ces patientes. Alors en fait, moi je n'ai pas l'impression que ça change beaucoup pour ma pratique quotidienne. Alors c'est vrai que à 17 ans, je pose moins la question du mais les suspicions d'endométriose passées 20, 25 ans, allez, on va être large. J'essaye un petit peu de voir un petit peu tâter le terrain sur ce sujet-là. Et effectivement, je rebondis sur ce que dit Marlène. Les hormones, c'est vrai c'est très bien que les patientes et que les médecins, je pense aussi, et les prescripteurs soient informés des risques de la pilule, mais il ne faut pas oublier de présenter aussi les avantages de la pilule, contrôle du cycle, contrôle des douleurs et les hormones. Quand on en a plus, c'est la ménopause et souvent, c'est pas facile non plus. Donc, voilà, c'est après sur la prescription de pilules en continu, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Ce que je trouve aussi qui est quand même assez fréquent comme question que les patientes ont, c'est la peur justement à l'inverse de ne pas avoir de règles. Et c'est de se dire, oh là là, mais si je prends la pilule en continu, le sang il va rester, est-ce que c'est pas mauvais pour la santé? Et ça c'est aussi, je pense, quelque chose d'assez répandu parmi les médecins, de déconstruire un petit peu cette peur de ne pas avoir de règles pour contrôler ces problèmes-là. Pour répondre maintenant, Guillaume, à la question, moi j'aurais repris ce qui a été très bien dit là, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans la réponse à la prise en charge avant qu'elle soit sur une thérapeutique prescrite, indépendamment de l'écoute et de l'empathie qui souvent est le premier truc évident qu'on apprend, mais le dernier truc que les patients nous décrivent quand on fait leur parcours, c'est le côté éducation et pédagogie, c'est-à-dire tout à l'heure, j'entendais parler d'éducation thérapeutique sur la prise des antidouleurs. J'entendais aussi tout à l'heure sur le rappel anatomique. Ça, c'est une grosse partie de la composante de la prise en charge, c'est-à-dire c'est un peu de déconstruire, j'ai même entendu tout à l'heure, et c'est quand même ce qu'on retrouve essentiellement sur les 8e, 9e avis. Des fois, on est un peu horrifié de se dire, mais en fait, l'éducation thérapeutique, l'éducation de l'anatomie et les rapports, et ça, il y a une part de confiance et on sait que cette confiance, elle va optimiser la compliance au traitement. Donc déjà, avant même de discuter la pilule, je vous rappelle que sur une pilule qu'on prescrit, un peu comme tout le monde, on a normalement 50% de prise réelle.
Alors, on dit que les médecins spécialistes, à l'époque où il y avait encore des spécialistes, ils augmentaient à 60-70%. Mais enfin, on n'a pas d'études très récentes sur le sujet, mais la compliance au traitement reste quand même quelque chose de très relatif dans notre beau pays. Donc, moi, j'aurais d'abord répondu par là. Et après, moi, j'ai un peu embrassé et essayé de faire des best-of de tout ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais de pratique, travailler avec les associations d'usagers, en fait. Et on retrouve beaucoup de choses, hein. On retrouve beaucoup de régimes, on retrouve beaucoup de coaching, d'activité physique, on retrouve beaucoup de médecine douce à type d'hypnose ou de sophro. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'à partir du moment où c'est un investissement qui est rentable, que ce soit d'un point de vue financier, parce que des fois c'est très coûteux, ou qu'il y a un retour sur le bénéfice et la qualité de vie. Tu vois, tu parlais tout à l'heure d'absentéisme scolaire dans le cas clinique. Moi, j'ai plutôt tendance à encourager les patientes à partir du moment où ce n'est pas une ruine et que souvent ça mène à une optimisation de leur règle hygiéno-diététique, à embrasser ces thérapeutiques dans la mesure où on est loin de nous de tout connaître de la physiopathe de l'endométriose, hein, loin de là, et où un régime qui consiste à manger le classique, hein, moins de carne et plus de fibres, reste fondamentalement chez des patientes qui ont des troubles digestifs de toute façon un bon concept. Après, un coaching diététique sur des visios à 200 € dans des pays étrangers, parce que ça, j'ai déjà vu aussi. Bon, là, je pense qu'il faut savoir avoir du bon sens. Pour répondre merci Vincent. Pour répondre à une question du chat sur quel œstroprogestatif privilégié, s'il y en avait un à privilégier. Je peux répondre ? Bien sûr. Ouais, moi, je pars sur une pilule œstroprogestative plutôt monophasique, qui est assez facile à manier, en particulier en continu. Après, voilà, je pars sur une pilule type Lilou, par exemple. Et puis, si jamais il y a quelques petits spottings à l'usage, j'augmente un petit peu le dosage. Œstrogène, ça, c'est un peu ma pratique. En fait, de toute façon, on est un petit peu contraint par les recommandations de bonnes pratiques qui recommandent des pilules ancienne génération. De toute façon, oui. Qui nous font limiter les pilules de troisième et quatrième génération qui pourraient être intéressantes, notamment les pilules qui contiennent le Dienogest, qui a montré son efficacité dans l'endométriose, mais qu'on utilise quand même en deuxième intention. Sur le stradiol naturel, il n'y a pas de réel bénéfice qui a été démontré par rapport à l'éthine-estradiol synthétique, mais voilà, il y a des études en cours, donc moi je suis assez d'accord. Après, moi, dans manière assez pragmatique, j'aime bien avoir toujours une petite carte dans la manche. Donc, c'est des patientes qu'on va revoir, pour lesquelles les contraceptions ne vont pas forcément. Enfin, soit la contraception, elle va bien, c'est d'emblée, et finalement, on ne va pas les revoir, ces patientes-là. Et elles vont garder assez longtemps, soit finalement, on va malheureusement les revoir, pour elles surtout, parce qu'on aura du mal à trouver finalement une pilule qui puisse leur convenir. Donc, c'est vrai que je commence souvent surtout parce qu'elle est jeune, peut-être plus sur une microprogestative par exemple. Je mettrais plutôt du discontinu pour après garder le continu si j'étais en première intention pour me garder un petit peu des cartouches, même si je valide totalement le continu et le côté amélioré thérapeutique sur les pilules œstroprogestatives. Mais c'est vrai que peut-être quand on est un peu de recours, on a l'habitude de revoir aussi les patientes souvent. Et du coup, on est peut-être un peu plus prudent, mais tout s'entend. Oui, c'est ça, comme tu dis, Guillaume. Nous, on a plutôt tendance, je pense, à avoir des patientes qui, justement, qui ont, en fait, tu sais, si on reste sur cet âge-là, hein, qui décrivent volontiers des effets secondaires qu'elles attribuent à la pilule œstroprogestative. Et donc, c'est vrai que moi, assez facilement, je vais décocher les microprogestatifs, quitte à présenter leurs effets secondaires potentiels. Mais souvent, ça change, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effet, on change un peu de braquet et on change un peu de façon de voir. J'en profite d'avoir la parole pour ramener deux questions du chat. Il y avait une question qui était sur la notion d'échographie qui était très compliquée pour trouver des gens qui font de l'échographie référente. Et il y avait, mais ça, je pense que Guillaume, tu vas nous en parler un peu sur qu'est-ce que c'est qu'une échographie référente. C'est plutôt déjà une échographie qui s'intéresse à certaines choses plutôt qu'un référent. On n'est pas dans du diagnostic anténatal, pas encore pour l'instant.
Et après, j'avais une question sur la naturopathie que j'ai peut-être un peu ouverte du coup vu ma dernière intervention. Pour l'instant, de ce que j'ai pu travailler avec des industries qui veulent avancer sur ces sujets-là, on a quand même un effet qualitatif pas chez la majorité des patients. Donc, je pense qu'on peut retomber sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire s'il y a un bénéfice avéré par la patiente, je pense que nous, on est mal placé au final pour le dénigrer. Par contre, quand c'est un peu prescrit en systématique, bon là, par contre, je pense qu'on peut être informatif quand même. Tout à fait. Et endométriose et désir de maternité, on va y répondre avec Laurence dans la deuxième, dans le cas clinique suivant. Du coup, vous êtes quand même la moitié à faire de l'échographie. Du coup, j'avais prévu un petit topo d'échographie. Alors, ce topo, il est assez modeste. C'était plutôt écho de débrouillage, finalement, comment éliminer l'endométriose en échographie avec des petits trucs et astuces assez rapides, basiques, pour vous rassurer. Moi, c'était ma crainte au départ de passer à côté de l'endométriose. Et du coup, maintenant que je suis passé finalement un peu sans aucune réelle, on va dire du jour au lendemain, sans vraiment de raison d'échographiste, de débrouillage un peu entre guillemets référent. C'est juste en faisant qu'on s'y habitue et de vous rassurer finalement en disant ça, cette échographie-là, elle est normale et j'en suis sûr et ça élimine l'endométriose. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas l'envoyer à un référent si vous avez envie. Ça veut juste dire ça vous permet quand même, vous, de vous conforter dans le diagnostic et c'est pas très compliqué et ça peut permettre quand même d'avancer, de rassurer la patiente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les 3 compartiments. Le compartiment antérieur avec la vessie, l'utérus, très rapidement l'adénomiose. Je ne vous montrerai pas de pathologie. J'ai changé mon topo au vu du profil, donc soyez pas déçus. Il y a des formations d'échographie qui sont très pertinentes sur la pathologie, mais je voulais pas finalement mobiliser trop de temps de parole. C'était pas l'objectif non plus du jour. Et puis le compartiment postérieur. Ce qu'il faut faire finalement de manière assez pragmatique, c'est prendre son temps. Ça paraît débile, mais quand on fait l'échographie au départ, qu'on est jeune interne, on va rapidement au fond du vagin, directement contre le col, alors que vous perdez finalement une quantité d'informations qui sont fondamentales, notamment sur la souplesse, les cul-de-sac, toutes les parois vaginales que vous allez pouvoir déplisser. Donc, je vais vous montrer ça. Finalement, si on s'arrête ici, vous voyez, on est en échographie périnéale, la sonde est ici. Vous avez le rectum en arrière, l'urètre à gauche et le vagin au milieu. Donc, on va, au lieu d'avancer vite, aller tout doucement. Non seulement c'est plus sympa pour la patiente, en tout cas moins désagréable, et c'est informatif. Vous voyez le vagin qui va se déplisser sous vos yeux. Vous voyez l'épaisseur du vagin qui va... Vous voyez normal, vous voyez parfaitement le rectum qui est strictement normal, le repli vaginal du cul-de-sac postérieur. On a la chance d'avoir un petit épanchement en arrière et vous arrivez sur votre utérus. Vous pouvez basculer en avant pour voir également le cul-de-sac vaginal, on le verra. Donc, premier conseil, prenez votre temps pour démarrer. Ça prend, vous allez le revoir, on va dire 15 secondes. Et c'est très informatif. Vous voyez parfaitement la ligne de la musculeuse qui est totalement respectée, qui est hypoéchogène, le cul-de-sac qui est strictement normal, le vagin qui est souple, qui est totalement chassé par la sonde qui permet d'éliminer les adhérences. Deuxième étape, on prend toujours le temps, on regarde le péristaltisme. Donc on rentre relativement tranquillement là encore. Alors moi, je travaille toujours à l'envers, je me mets la vessie, je suis désolé, la vessie est en bas, l'utérus, le rectum. Pour le endométriose, je trouve que c'est mieux parce que vous êtes dans une position physiologique notamment, parce qu'il faut utiliser votre main contrôlatérale pour faire glisser, vous allez le voir juste sur la diapo d'après. Et vous voyez, finalement, si vous ne bougez pas, l'intestin, il est plutôt assez sympa avec vous. Hop, là, c'est moi qui bouge. Mais il va finalement libérer votre torus, vos US sur la fin pour montrer qu'il n'y a pas de lésion des US, pas de lésion du torus. Il va se décoller de toute la face postérieure et montrer la ligne séreuse
utérine qui permet d'éliminer un nodule de la face postérieure. L'étude du glissement, quand vous n'avez pas la chance d'avoir le péristaltisme, vous allez exagérer avec votre main contralatérale, une main abdominale, donc vous allez pousser les anses vers l'arrière. Et vous voyez, vous faites glisser votre intestin sur l'utérus. Vous voyez, c'est l'action de la main que vous voyez, et vous voyez que ça glisse parfaitement. On voit les anses qui vous allez le revoir là. Hop, vous voyez, on arrive à pousser les anses vraiment très bas. On va les pousser jusqu'au col. Hop. Donc là, bien sûr, sur toute cette face postérieure, il n'y a pas d'atteinte des US, il n'y a pas d'atteinte du torus, il n'y a pas de nodule rectal, bien évidemment. Vous avez éliminé l'endométriose pelvienne postérieure sans aucun souci. Et c'est très rentable. Sur le compartiment antérieur, finalement, c'est assez simple. Moi, je fais toujours l'échographie. Je fais vider la vessie en début d'échographie. Puis globalement, la vessie elle a le temps de se remplir, le temps de l'échographie. Donc c'est pas un problème qu'elle soit vide. On va regarder. C'est exactement la même chose. J'ai parlé dessus. Donc on va regarder la paroi vésicale. Donc là, on voit qu'elle est parfaitement régulière. On voit que l'utérus est antéversé. On voit la paroi vésicale qui est bien régulière partout. Un petit peu de vessie. Vous allez voir, on va chasser l'angle de la vessie, vérifier qu'il n'y ait pas d'attache, pas de nodule endométriosique. Là, déjà, on voit que les contours, l'épaisseur de la paroi est régulière. On va voir finalement cette vessie qui est souple, qui n'a pas d'attache particulière avec l'utérus, donc probablement pas de nodule d'endométriose, qui va être totalement, on va pouvoir la chasser totalement de l'écran quand on va appuyer finalement avec notre sonde, l'écraser. Vous voyez, l'angle de la vessie finalement disparaît complètement de l'écran d'écho, et là, elle revient, elle est totalement mobilisable, et vous avez éliminé une endométriose antérieure. Donc ça, c'est vraiment des choses très simples que tout le monde finalement est capable de faire de manière très basique. Il n'y a pas besoin de Dernière étape, c'est finalement, alors là, ça me demande un tout petit peu plus d'entraînement, mais je vous le montrerai après, c'est d'avoir une coupe frontale de l'utérus. Si vous avez une belle coupe frontale de l'utérus, donc tout le monde n'est pas équipé d'appareil 3D, donc c'est vrai qu'en débrouillage, c'est peut-être pas nécessaire. Hop, pardon, je ne sais pas, donc on va arrêter celui-là, il m'embête. Hop, on va mettre pause. Ce qui est très important, c'est la notion d'archimyomètre. Vous voyez la cavité qui est triangulaire et vous voyez la cavité utérine qui est contourée comme avec un stabilo noir sur toutes ses faces. Là, on est sûr qu'il n'y a pas d'adénomiose, puisque l'adénomiose, vous le savez bien, c'est l'endomètre qui va en profondeur dans le myomètre. Donc, si vous n'avez pas de perte du contour de votre cavité, c'est qu'il n'y a pas d'adénomiose. Souvent, vous savez, on a tendance à surdiagnostiquer de l'adénomiose. Qu'on va voir un petit peu sur cette image-là. On voit qu'il y a un petit peu d'hypericogénicité. Je vous ai mis une adénomiose qui est assez modérée, et vous allez le voir quand on reconstruit l'écho 3D. Le but, c'est pas de vous apprendre à faire l'écho 3D, c'est juste d'apprendre soit à regarder les clichés. Déjà, ça peut être informatif, même si vous ne faites pas d'écho. Si vous voyez finalement bien un petit épanchement en arrière, vous voyez bien le liseré hyperéchogène de la séreuse sur l'utérus, vous pouvez être très rassurant vis-à-vis de vos patientes, même si ça reste un examen dynamique, bien évidemment. Là, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on voit qu'il y a des petites spicules. Je ne sais pas si c'est très visible sur vos écrans, mais on voit que c'est un petit peu plus grignoté, un petit peu. Alors, c'est de l'adénomiose qui est modérée, mais là, on voit un petit peu d'endomètre qui va en profondeur. Il n'y a pas le contour aussi net au marqueur noir que tout à l'heure. Donc, il y a un tout petit peu d'adénomiose qui s'infiltre. Donc, voilà. Si vous voulez vous montrer ça, l'étude du glissement, le péristaltisme, la pénétration lente avec les replis vaginaux, les cul-de-sac, et puis l'échographie 3D avec l'adénomiose, pour vous donner quelques petites armes pour mieux répondre aux attentes des patientes pour éliminer l'endométriose.
Vincent, je te propose de lire le cas clinique 2. Oui, merci Guillaume pour ce petit rappel. 50% d'échographistes de la salle, je pense, auront été bien touchés par ton petit rappel. Pour info, effectivement, l'échographie de l'endométriose, c'est quelque chose qui se découvre, qui se pratique et qui permet d'avancer. Après, certains préfèrent avoir les patientes à opérer dans la suite pour optimiser leur vécu. D'autres interrogent énormément les patientes pendant l'examen aussi. Il y a plein de petites subtilités assez passionnantes sur ce sujet. Allez, revenons au cas clinique. Donc, cette fois-ci, on revoit une patiente au cabinet qui consulte, qui est âgée de 25 ans. Cette fois-ci, on vieillit un petit peu la patiente. Elle est venue vous consulter pour des douleurs pelviennes, alors avec notion de pesanteur. Elle revient vous consulter avec les résultats de son échographie qui ont été prescrits sur son dernier rendez-vous. L'échographie objective, un endométriome isolé de 4 cm à gauche, unique. On est donc en échographie. La patiente a été soulagée par des antalgiques que vous lui avez prescrits et plus douloureuses. Donc voilà, on en fait un dysménorrhée modérée, 4 cm d'endométriose. Et la question tombe, quelle est votre attitude thérapeutique? Car la patiente n'a pas de désir de grossesse dans l'immédiat. Sur le chat, je vois fertilité, endométriose, progestérone naturelle et adénomiose chez les patientes de plus de 40 ans. Qu'est-ce que tu vas faire, Guillaume? Tu veux qu'on réponde un petit peu aux questions du chat avant de rentrer dans ce... Je pense qu'on pourra y répondre un petit peu on va y répondre dans les... Allez, on les met de côté alors. Donc on est sur la petite, on les met de côté, vous répondez à cette question et après je les compile. Donc, qu'est-ce que vous faites? La patiente vous interroge sur la nécessité d'une IRM et qu'est-ce que vous en pensez? En gros, endométriose seule, est-ce que vous lui faites une IRM ou pas? Laurence? Alors du coup, effectivement, déjà on explique encore une fois, on va revenir sur l'éducation thérapeutique, mais expliquer un petit peu l'utérus, les ovaires, ce que c'est qu'un endométriome. Hein. Je pense que c'est quand même intéressant. L'IRM pelvienne, effectivement, surtout si la patiente n'a pas de souhait de grossesse et qu'elle est soulagée par les antalgiques, c'est pas forcément un examen que je prescris d'emblée. Je rassure surtout la patiente parce que c'est vrai que les femmes, quand elles arrivent avec un diagnostic de kyste aux ovaires, elles peuvent s'inquiéter à juste titre, que ce soit quelque chose de plus grave que ça. Donc, un endométriome isolé chez une patiente de 25 ans, c'est extrêmement rarement quelque chose de grave. Donc, ce résultat échographie n'appelle pas en lui-même la réalisation d'une IRM pelvienne, à mon sens. Marlène? Même chose pour moi. Je lui exactement pareil. Je lui réexplique ce qu'est un endométriome, mais je ne vais pas forcément aller à l'IRM systématiquement. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt, d'autant que d'après le cas clinique, elle ne décrit pas d'autres douleurs. Donc non, j'aurais pas fait systématiquement. Parfait. C'est vrai que ça dépend aussi un peu de votre échographie, mais normalement, il n'y a pas du tout d'indication à faire une IRM systématique si l'échographie est bien faite. Pour compléter un petit peu ce que disaient Marlène et Laurence, finalement, dans 20-25% des cas, l'endométriome est isolé en cas d'endométriose, mais ça peut être de l'endométriose superficielle qui ne sera pas forcément impactante pour la fertilité. Je laisserai Laurence répondre, parce qu'il y a des questions qui vont venir pour elle. Et elle va vous répondre à toutes les questions du chat pour la fertilité. Mais voilà, je réserverai finalement pour l'instant l'IRM si elle n'a pas de signe localisateur d'endométriose pelvienne profonde qu'on a vu, que Marlène avait très bien rappelé tout à l'heure, une dyschésie, donc une douleur à la défécation notamment, ou des ténesmes, une dysurie notamment, voilà, tous ces deux signes au moment des règles, des dyspareunies, mais qui sont des dyspareunies profondes, qui ne sont pas des dyspareunies d'intromission. Donc tous ces signes-là, c'est des signes quand même de localisation d'endométriose plutôt profonde, et ceux-là doivent vous faire poser l'indication d'une IRM. Si finalement la patiente ne se plaint pas de grand-chose, et peut-être juste d'un peu de douleur de règles, une bonne échographie, ça peut suffire. Après, c'est vrai que moi, j'ai une notion que je pense qu'on apprend un petit peu avec le temps, c'est que les endométriomes, j'ai quand même souvent en tête que c'est
ça peut quand même souvent être associé à l'endométriose pelvienne profonde et qu'un endométriome en tant que tel, isolé, n'est pas censé être vraiment responsable de douleurs pelviennes. Donc, certes, moi, je ne prescris pas non plus une IRM pelvienne parce que l'endométriome en tant que tel ne va pas m'inquiéter pour chercher un autre problème de kyste organique ou autre. Mais effectivement, je pense qu'il faut vraiment bien reprendre l'interrogatoire à la recherche d'une endométriose profonde parce que, voilà, un endométriome isolé, bon, c'est pas le plus fréquent quand même, je trouve. Souvent, ça reste quand même associé à l'endométriose pelvienne profonde. Alors, moi, je vais faire le défenseur des minorités, hein. Mais moi, je la pousse. Alors, je ne sais pas si c'est un biais de recrutement, j'en sais rien, mais moi, je vais la pousser obligatoirement à l'IRM parce que, et est-ce qu'il n'y en a pas ailleurs? Et le micro-endométriome controlatéral, on va parler de préservation avec les atteintes d'un ovaire, c'est pas pareil s'il y a les deux. Et est-ce que l'échographiste, comme disait Guillaume, est-ce qu'il est référent? Est-ce qu'il a vu le nodule qui était assez haut et qui, avec l'adhérence au rectum? Et comme Laurence, elle a dit, mais est-ce que l'interrogatoire, quand on reprend pour la 8e fois l'interrogatoire, est-ce qu'on ne va pas trouver des syndromes de la vessie qui n'est pas complètement vide, la vessie qui fait mal à la vidange du matin? Il y a tellement de limites que moi, voilà, on est entre nous, on est sur une pratique de terrain. Moi, dans ces cas-là, je préfère balayer avec une IRM pas pressée pour faire le tour du propriétaire, mais voilà, pour être un peu exhaustif, pour rassurer surtout. Voilà, mais c'est vraiment, voilà, on est entre nous sur de la pratique mais je vais défendre ceux qui peut-être derrière l'écran l'auraient fait. Je fais plutôt peu partie de cela. Désolé. Donc, je te pose la question du chat là, qui est diagnostic d'endométriose sans imagerie est-il possible? Du coup, tu as un petit peu répondu, mais peut-être enfoncer le clou, Vincent. L'endométriose est-il possible sans imagerie? C'est toujours pareil, c'est de la pédagogie. C'est-à-dire que le diagnostic d'endométriose formel, il faut une anapathe. Heureusement, nos recos ne nous forcent pas à faire des céliodiagnostics à toute femme qui a des dysménorrhées. Donc, par définition, on a deux choses. On a soit l'éléphant dans le couloir, qui est l'endométriome, où là, on a un petit peu de mal à ne pas parler d'endométriose. Sinon, c'est essentiellement l'examen clinique. Et après, il y a une formidable cartouche qu'on n'a pas parlé encore, ou un petit peu toi tout à l'heure, qui est le test diagnostique et thérapeutique de l'aménorrhée. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Oui, j'ai plus de douleur de règles parce que j'ai plus mes règles. Mais comme j'ai plus la diarrhée avant mes règles, que je n'ai plus de nicturie depuis que vous m'avez arrêté ça, et que depuis 3 mois que j'ai plus mes règles, je n'ai plus de position douloureuse au rapport, oui, au final, un diagnostic d'endométriose peut être posé sans imagerie. De toute façon, on a heureusement, chez les sujets jeunes, beaucoup d'IRM bien faites qui reviennent sans lésion d'endométriose, ce qui est complètement, alors là, pour le coup, presque physio de ce qu'on connaisse de la physio sur des jeunes âges. Heureusement, nous, les thérapeutiques qui nous font dire qu'il y a de l'endométriose, qui sont efficaces, qui soulagent les patientes ainsi que leur qualité de vie et qui ont des IRM strictement normales, moi, me ferait dire qu'on peut faire un diagnostic d'endométriose sans imagerie. Après, tout à fait, il faut se méfier. Sur l'IRM, on ne peut pas oublier que dans 20% des cas, l'endométriose va être décrite notamment au niveau des US, du torus, alors qu'il n'y a pas d'endométriose retrouvée lorsqu'on va faire une célioscopie. Donc, une fois sur 5, voire probablement plus, puisque c'est des séries assez anciennes et ça dépend un petit peu de vos radiologues, mais vous êtes peut-être confrontés comme nous. On a quand même souvent, parfois, un diagnostic d'endométriose posé sur un US ou sur l'utérus. Il faut s'en méfier. Donc, peut-être qu'il faut y aller de temps en temps, connaître ses radiologues. Alors, c'est pas toujours facile. L'avantage de l'IRM, c'est que ça peut être relu dans des centres de référence. C'est l'avantage. Il y a quand même des protocoles qui sont un petit peu plus standardisés, peut-être que l'échographie, qui est peut-être un petit peu plus personne dépendante, même si voilà, je vous ai montré comment éliminer l'endométriose dans un truc un peu pas à pas et en étant assez systématique pour l'éliminer. Dans un prochain webinaire, on pourra décliner l'imagerie pas à pas pour la pathologie. Si c'est un souhait, ça peut être des idées de topo pour l'avenir. Je voulais te poser une question aussi. Il y avait la question sur le scanner. Donc, je ne sais pas qui va prendre. Relation entre douleur abdominale et endométriose. Diagnostic d'endométriose fait sur scanner. Pour rester dans l'imagerie, on va répondre à d'autres questions sur la fertilité juste après. Je pense que moi, je veux bien répondre, mais je pense que le scanner, c'est un très mauvais examen pour l'endométriose. Alors, on peut arriver d'avoir une suspicion d'endométriose sur scanner, mais je pense qu'il faut compléter l'imagerie, soit par une échographie
soit par une IRM. Voilà, on ne peut pas se contenter. Si on a l'endométriose sur un scanner, c'est probablement quand même un nodule qui est assez visible, ou un endométriome à l'écho, donc on a quand même besoin d'avoir une taille. Parfois, au scanner, les endométriomes ne sont pas vraiment très bien décrits. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire une autre image. Je ne sais pas votre sentiment, Laurence et Vincent. C'est vrai que le scanner est quand même pas un très bon examen pour l'outil, enfin l'exploration du pelvis en général. Après, parfois, une patiente qui passe via les urgences a eu un scanner qui a mis en évidence, et puis voilà, elle arrive à notre consultation pour ça. Après, c'est avec l'endométriose, ce qui est parfois un petit peu difficile, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est bon, bah il y a le tableau typique, hein, les dysménorrhées et tous les symptômes urinaires, digestifs, etc., dont on a parlé, et puis il y a tout ce problème un petit peu de douleur pelvienne chronique. Enfin voilà, qui est pas toujours facile. Alors, est-ce que c'est des douleurs neuropathiques? Est-ce que c'est, enfin voilà, c'est le cercle vicieux de la douleur qui fait qu'on a un petit peu du mal à trouver. Mais c'est vrai que voilà, parfois on finit par faire un scanner parce que ou son médecin traitant l'a demandé pour éliminer une pathologie digestive, urinaire ou autre. Parce que voilà, parfois il y a la douleur de règles et puis il y a ces douleurs un peu chroniques, ces lourdeurs chroniques, ces choses dont on a un petit peu du mal à mettre un diagnostic dessus. Donc, on peut être amené par ce biais-là à finir par prescrire, à ce que la patiente ait eu cet examen-là. C'est vrai que nous, en tant que gynéco ou sage-femme, je pense qu'en première intention, si on veut vraiment explorer le pelvis un petit peu plus loin que l'échographie, ça va être l'IRM pelvienne. Parce que, bon, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu des scanners en imagerie, mais l'exploration de l'utérus et des ovaires sont quand même assez limitées par cette imagerie-là. Ouais, je dirais rien de plus que les seuls diagnostics d'endométriose qu'on fait au scanner, c'est les formes compliquées avec des compressions urétérales ou des subocclusions. Donc, heureusement, on fait peu de diagnostics d'endométriose au scanner parce que c'est toujours des formes assez cataclysmiques. Laurence a parlé d'un diagnostic intéressant qui est finalement celui d'imagerie normale. Tu as introduit un petit peu ça, Vincent, avec faut-il ou pas faire une célioscopie diagnostique pour aller éliminer une endométriose superficielle, ou est-ce que finalement on rentre alors soit dans le cas de dysménorrhée un petit peu non étiquetée, ou pire, lorsque finalement des dysménorrhées sont calmées par l'aménorrhée thérapeutique d'une pilule, quelle qu'elle soit en continu, de syndrome d'hyperalgie pelvienne associés parfois à des syndromes digestifs, des syndromes urinaires. Finalement, on n'a pas grand-chose à l'imagerie, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est vrai que c'est quand même de la prise en charge des douleurs chroniques qui sont très compliquées. Les patientes, elles sont en grande souffrance devant ce type de douleur. C'est là où vraiment je pense que les techniques alternatives pour booker sur le cas clinique dont on a déjà évoqué sont intéressantes. Probablement, on n'a pas évoqué, mais moi, j'aime bien utiliser aussi le TENS. Je ne sais pas si vous utilisez, vous avez l'expérience de ça dans vos centres respectifs pour les douleurs. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, certaines patientes viennent avec, alors moi, je dois avouer que je n'ai pas eu, enfin, j'en ai jamais encore prescrit à ma demande parce que je ne maîtrise pas encore assez bien l'outil, mais j'ai déjà vu des patientes qui sont venues et qui ont eu ce genre, qui sont en cours de thérapeutique par ce système-là, qui en sont satisfaites ou qui en sont moins, mais on va rebondir sur ce qu'on disait sur la naturopathie ou les régimes, hein. Notre satisfaction, c'est la satisfaction des patientes. Après, pour la célioscopie, c'est vrai que voilà, mettre le doigt dans l'engrenage chirurgical, moi qui opère, je freine beaucoup des 4 fers, parce que la première célioscopie, on sait la faire, mais la seconde, la troisième, la quatrième, voilà, ça peut être compliqué. Donc, si vraiment je me sens acculé à examen normal, enfin examen paraclinique normaux, échec de différentes thérapeutiques, dans ces cas-là, j'hésite pas à adresser un centre de référence en me disant s'il faut qu'elle ait une célioscopie, qu'elle soit faite dans des mains expertes et que je n'aille pas infliger une cicatrice et une chirurgie à une patiente, alors que je ne pourrais peut-être pas lui apporter toutes les réponses nécessaires par ce traitement-là.
Je rebondis sur ce que tu ouvrais comme porte, Guillaume, juste pour te dire que la mode n'est plus du tout au TENS, Guillaume. Maintenant, tout le monde est sous CBD. C'est fini la mode du TENS que les patientes nous achetaient sur Amazon avant même qu'on ait commencé à leur expliquer. C'est fini ça. Maintenant, c'est tout le monde prend du CBD. Je sais pas, en Pays de Loire. Pas encore trop dans le Pays de Loire, un petit peu, mais pas encore. Voilà, moi, je commence à en entendre un petit peu parler. Il y en a. J'ai quelques jeunes patientes qui tentent. Les TENS aussi, certaines essayent. Et puis on a juste effleuré un petit peu les thématiques autres. Moi, j'essaie d'être assez large parfois dans les propositions que je peux leur faire quand c'est non médicamenteux. Tout ce qui peut leur permettre de gérer la douleur, d'être détendu, l'hypnose, la sophro, la méditation si elles accrochent bien, l'acupuncture, pourquoi pas. Et puis l'ostéopathie, ça peut apporter aussi de bons résultats. Voilà. De toute façon, on ouvre une boîte à outils, puis on essaie de voir ce qui peut fonctionner pour elles. Tout à fait, oui. L'aroma peut parfois être utile aussi. Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut être assez ouvert parce qu'on n'arrive pas forcément à soulager nos patientes. Il faut rester humble et les accompagner du mieux qu'on peut. Moi, je voulais juste prendre le temps de peut-être enfoncer un clou sur ce que Laurence sous-entendait et me dire si je me trompe, quand on disait je freine un peu pour la chirurgie. Je vais vous le présenter sous forme de « Il était une fois, j'ai vu une fois », comme ça ne sera qu'un cas. Mais voilà, la célioscopie exploratrice pour échec ou du traitement médical ou douleur pelvienne inconnue, attention. Moi, je vois quand même beaucoup, alors encore, c'est un biais, c'est un conflit, mais vos traitements médicaux n'ont pas marché. Non, mais alors pourquoi? Le stro-progestatif, j'avais la nausée, d'accord. La micro-progestatif, j'avais de l'acné, d'accord. Et puis, mais au niveau des douleurs, ah oui, ça allait mieux, mais en fait, je ne les ai pas supportées, d'accord. Vous avez essayé combien chaque pilule? 6 semaines, 1 mois. Ah oui, d'accord, oui, quand même. Et alors, j'ai eu des analogues. Ah oui, quand même, vous avez eu des analogues au 3e mois de prise en charge, oui. Et alors, ça a bien marché. Ah non, c'était l'enfer, plein d'effets secondaires. D'accord. Du coup, j'ai mal tout le temps. D'accord, très bien. Et on m'a fait une célio, oui, très bien. Et alors, maintenant, j'ai mal à l'orifice de trocar en fosse iliaque droite. Puis alors, dans le nombril, j'ai une boule et tout. La douleur pelvienne chronique, c'est attention à la célio qui va porter le diagnostic, parce que si on rentre dans le ventre et qu'il y en a un peu sur les utérosacrés, c'est peut-être pas pour ça que la dame a la douleur chronique. Avec un peu de bol, elle n'aura même pas de dyspareunie, donc en plus, on ne sait vraiment pas quoi en faire. Et alors, attention à l'hypersensibilité et tout ça, comme ça a été sous-entendu, la douleur pelvienne chronique, ça brouille les cartes anatomiques pour la sémiologie, les fins sémiologues que nous sommes. Et donc, vraiment, attention aux usages. Je vois trop de célio faites 7h30 incision, 7h42 fermeture, et où après, c'est des prises en charge avec des conflits, des expertises et ce genre de choses. Voilà, je pense que la cellio explo, c'est au final, je dirais que sur certaines patientes, notamment l'endométriose, c'est vraiment tout sauf anodin. Oui, tout à fait. Ça doit rester vraiment l'exception quand, un petit peu comme disait Laurence, quand on est acculé avec de la pédagogie. Mais voilà, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas une experte en chirurgie, mais je travaille avec des collègues chirurgiens. Mais voilà, j'envoie plutôt effectivement dans un centre de référence pour que ce soit validé en staff l'indication. Parce que surtout si la dame elle est jeune, on met le doigt là-dedans mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Donc il faut quand même être assez vigilant sur la célioscopie à visée diagnostique. Puis parfois, voilà, elle se fait opérer, on retrouve une adhérence, un machin, un truc. Bon, est-ce que c'est ça? Bon, c'est... Et du coup, justement, ça me permet de te poser une question, Laurence. Du coup, la patiente t'interroge, du coup, vous ne pouvez pas éliminer l'endométriose superficielle, mais j'ai 25 ans. Bon, elle a pas si on reste sur le cas clinique où elle n'aurait pas d'endométriome, quid de ma fertilité pour ouvrir un peu ce débat? Est-ce que ça ne vaut pas le coup, finalement, d'aller m'explorer et éventuellement traiter mon endométriose superficielle? Question retort, je sais. Personne n'a la réponse, donc quel est ton avis? Alors après, effectivement, je vais encore rebondir sur l'histoire du parcours de soins de la patiente et la demande de la patiente.
voilà, je pense qu'à partir de 25-30 ans, bon, après, j'ai sûrement un biais de recrutement, hein, évidemment, mais voilà, pas hésiter à parfois parler en consultation de la fertilité, des projets de grossesse, de la fertilité qui baisse avec l'âge. Hein. C'est quand même toujours une notion que les patientes, malgré tout ce qu'on entend à la télé, n'ont pas toujours bien acquise. Et après, voilà, faire un bilan hormonal, ça peut être une possibilité en expliquant bien les limites du bilan hormonal. Parce que je pense que ce qui est le plus fréquent, surtout pour vous en CHU, c'est les élèves internes de gynéco-obstétrique ou élèves sages-femmes qui ont un cours sur la fertilité, qui vont se faire doser leur AMH et qui vont venir catastropher en consultation parce qu'elles ont une AMH isolée basse, finalement, et dont on ne saura pas trop quoi faire. Et là, c'est un petit peu pareil. Quand on met le doigt sur une possible endométriose qu'on n'a pas pu diagnostiquer par un examen clair, si on met le doigt dans l'engrenage si on se met à explorer la fertilité, mais qu'on se retrouve avec un examen anormal, est-ce qu'on propose une autopréservation à la patiente? C'est quand même pas un traitement non plus complètement anodin. Est-ce qu'on la laisse juste avec cette information et puis débrouillez-vous madame et puis on va la faire stresser? Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Mais il faut garder ça, effectivement. Donc, ça permet de répondre un petit peu, j'avais posé cette question-là dans le cas clinique. Donc, tu as répondu un petit peu pour la patiente un peu tout venant ou finalement se méfier du bilan de fertilité. Finalement, donc, dans le cas clinique précis où elle a un endométriome, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça changerait la donne à 25 ans pour toi ou finalement même combat, plutôt des conseils de bonnes pratiques de grossesse pas trop tardive à visée générale comme dans la population lambda? Alors c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'elle peut avoir une pathologie, un endométriome qui fait déjà 4 cm à 25 ans, qui peut être susceptible de récidiver de manière contralatérale, qui peut quand même potentiellement altérer sa fertilité. Alors je ne sais pas ce que ferait, on peut poser la question sur le chat, est-ce que chez des patientes jeunes, le tout venant prescrit un bilan de fertilité? C'est compliqué à répondre. Sincèrement, je pense que ça dépend vraiment des patientes. Ça ne serait pas systématique pour moi. Mais voilà, je garderai quand même ça en tête si je revois la dame l'année d'après, l'année suivante, sur les années à venir et passer la trentaine. Effectivement, c'est quelque chose quand même à garder en tête, je pense. Mais après, je ne sais pas ce que feraient mes collègues. On pourrait poser la question sur le chat, ça pourrait être intéressant. Tout à fait, ouais. Est-ce que on va poser la question à Marlène et vous pouvez répondre, vous, finalement, comment répondez-vous à une patiente de 25 ans, puisqu'il va y en avoir peut-être de plus en plus avec les modifications de loi de bioéthique, qui finalement vous demande un bilan de fertilité? Est-ce que vous lui prescrivez ou est-ce que vous ne lui prescrivez pas? C'est pareil, hein, c'est toujours les mêmes problématiques de céder ou pas, entre guillemets, aux patientes, au risque voilà, de les froisser. Après, c'est vrai qu'on a le droit d'avoir un avis médical, mais c'est jamais des questions simples. Ton avis, Marlène, toi Ouais, tu as tout à fait raison, Guillaume. C'est pas du tout une question simple. J'aurais tendance à faire aussi en fonction, peut-être, je sais pas, du contexte de vie de la patiente. Est-ce que et de comment est-ce que je la sens? Est-ce qu'elle est très très anxieuse par rapport à ça? Est-ce que finalement on peut temporiser, attendre un petit peu? Je le ferai pas de manière systématique. Et puis, par contre, voilà, si elle est très inquiète et que, je sais pas, elle me dit que elle a très peur pour sa fertilité et que peut-être elle aimerait tenter une grossesse dans les prochaines années, ça va dépendre si voilà, ça peut, si c'est pour aller un petit peu plus loin, je dirais, dans la démarche, pourquoi pas, mais pas de manière systématique, effectivement. La difficulté est dans l'interprétation d'un bilan de fertilité chez une patiente qui, de base, n'est pas infertile. Exactement. Qu'est-ce qu'on va en faire après, effectivement, de ce bilan? C'est toujours la problématique. Donc, c'est compliqué à interpréter puisqu'on n'a pas de contexte d'infertilité a priori. Est-ce que tu penses que tu vas en avoir plus des demandes, du coup, avec les lois de bioéthique, finalement? Parce que parfois, on pouvait facilement, on va dire, pas d'un revers de main, mais dire, de toute façon, vous êtes célibataire, madame, voilà, on verra. Moi, je ne suis pas inquiet. Ce ne sont que des dosages, finalement, pour la fertilité induite et pas du tout pour votre fertilité spontanée.
vous avez des règles régulières, donc tout va bien. Et en sachant que de toute manière, malheureusement, vous ne pouvez pas prétendre à une prise en charge en AMP car vous êtes une femme célibataire. C'est vrai que c'est notre expérience, hein, parce que du coup, l'interprétation des bilans hormonaux chez les couples de femmes ou chez les femmes célibataires qui donc ne sont pas en situation médicale d'infertilité, je trouve que c'est un exercice un petit peu difficile. Donc, on va voir comment ça va. Il y a un peu des centres un peu plus complaisants, entre guillemets, avec de la cryo. Voilà. Ça sera intéressant de suivre. Vincent, un avis là-dessus? Mais c'est vrai que parfois on voit moi j'en ai déjà vu des couples de femmes qui partaient faire de la PMA à l'étranger, voilà, qui avaient jeunes des réserves ovariennes qui sont assez altérées, mais voilà, hein, ça fonctionne, hein, en tout cas elles sont jeunes. Hein. Mais bon, on va faire notre expérience comme tout le monde. Je suis assez d'accord avec toi en tout cas sur les messages. Et c'est vrai qu'on a, peut-être plus quand on est un homme encore peut-être qu'une femme, c'est peut-être un peu vieux jeu, hein, comme ce que j'assume, d'être culpabilisant vis-à-vis de nos patients, de dire malgré tout, parce qu'on se dit elles le savent bien finalement que l'horloge tourne et que c'est mieux quand même de faire les enfants à 28 qu'à 34. Là encore, raison garder et adapter son discours à la patiente si on a la chance de, voilà, on va pas le dire sur le premier rendez-vous, mais quand vous avez la chance, si vous êtes sage-femme, gynéco, de voir régulièrement les patientes, peut-être de le dire de manière beaucoup plus subtile. C'est vrai qu'on est parfois attristé de voir quand même des patientes débarquer à 39, 40, 41 ans avec un désir de grossesse et déçus de ça marche moins bien. On se dit, mince, on a peut-être quand même aussi finalement loupé quelque chose. Alors, peut-être pas fait un bilan, mais c'est vrai qu'à force de ne pas vouloir non plus trop culpabiliser, enfin, peut-être pas culpabiliser, mais en tout cas inquiéter les patientes, on oublie un peu de faire de la prévention. Mais voilà, je n'ai pas d'avis non plus là-dessus. Hein. C'est vraiment, on s'échappe un peu de l'endométriose, mais c'est un débat quand même central de la fertilité dans l'endométriose. Ouais, mais je pense qu'on s'éloigne pas tant que ça, Guillaume, parce qu'au final, on en parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, le 30% d'infertilité dans l'endométriose, c'est systématiquement sur la première page Google de tous les sites sur lesquels elles vont aller. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que de toute façon, elles ont toutes des échos et qu'à moins de dire que l'écho de débrouillage, c'est pas bien, normalement, sur une écho, si elle n'est pas faite n'importe comment et à n'importe quel moment du cycle, tu as déjà quasiment autant d'infos sur la réserve ovarienne que si tu faisais une AMH, si on y réfléchit. D'un point de vue purement protocole PMA, aujourd'hui, quand tu dois faire une PMA sur la réserve ovarienne, tu as autant d'infos sur un bon CFA fait au bon moment que sur une AMH. Donc, moi, je pense qu'il faut systématiquement leur en parler parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, désamorcer, expliquer, rassurer, remettre en situation par rapport à l'endométriose de la patiente qui est heureusement la plupart du temps pas la patiente dont il n'y a pas les deux trompes bouchées, elles n'ont pas toutes 37 ans. Donc je pense qu'il y a beaucoup de réassurance, mais qu'il faut en parler. Après, je ne saurais pas quoi dire à la question est-ce que vous faites une AMH systématiquement, mais comme elles ont toutes la plupart du temps une écho, c'est quand même difficile d'être aveugle et de ne pas regarder l'écho. Donc c'est quand même, quand ce n'est pas déjà toi qui l'as faite. Donc, nous, on a un centre de préservation de la fertilité et quand tu assistes au staff, tu as des critères, si tu veux, sur lesquels l'âge, c'est pas tout l'âge, quoi. C'est-à-dire que tu en as qui sont très bonnes, évidemment, heureusement, à 20 ans. Alors, le pire, c'est les AMH faits à 17, 18 ans où là, faut reprendre le cours sur l'AMH. Mais le problème, c'est que des fois, tu as de la fertilité, tu as des femmes qui bénéficient d'une PF pour de l'endométriose et qui n'ont pas toutes forcément, ce qui est d'ailleurs assez logique, 40 ans. C'est pas l'indication. Donc, moi, je suis pour au minimum informer, offrir, proposer. Et après, on fait de la médecine, c'est-à-dire qu'on propose des examens complémentaires, mais qu'on encadre et dont on donne les limites tout de suite. Donc, pas de systématisme. Mais par contre, je serais systématique sur l'ouverture à la formation. De toute façon, en plus, il ne faut pas être dupe, c'est-à-dire que la préservation de la fertilité sociétale, en général, ce n'est pas la première page Google, mais c'est la 3e. Donc, elles ont forcément réfléchi là-dessus. Et alors après, nous, on a un biais par rapport au Pays de Loire, hein, c'est que nous, en 3 heures de voiture, tout le monde est dans l'Espagne. Chez nous, c'est plus compliqué que chez vous. Donc, c'est un peu plus loin, on va dire, ou plus onéreux. Donc, voilà, de mon point de vue, nous, on est plus… Ça, je parle pas tout seul, je parle un peu pour les gens avec qui je travaille aujourd'hui. On est quand même beaucoup plus dans une information motivée
que dans de la réassurance simple. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Après, tu as raison, sur la préservation finalement de fertilité, il y avait les Schreux la semaine dernière sur un super topo qui montrait que malheureusement, ça marche moins bien dans l'endométriose. Donc, voilà, on ne sait pas exactement l'expliquer, mais ça marche moins bien. Il y a pas mal de choses qui marchent moins bien. Des faux dans des moins bonnes réponses que pour d'autres pathologies. Donc, voilà, ça ajoute un petit peu de grain au moulin pour ta discussion, pour ton attitude. Donc, je trouve ça intéressant. Je te laisse pas rendre la parole, Guillaume, parce qu'il y a une question pour toi. Est-ce qu'il y a un risque plus élevé de cancer à cellules claires de l'ovaire ou de carcinome endométrioïde en cas d'endométriose profonde? Alors, attendez. Tac. Est-ce qu'il y a... Non. Alors, il y a toujours, c'était un petit peu le risque. Alors, il y a un tout petit sur-risque de cancer. C'est des gens qui sont très bien informés, effectivement, en cas d'endométriome, mais ce risque, il est vraiment minime. Je pense il ne faut pas en parler aux patients. Il n'y a pas d'indication à faire des annexectomies en cas d'endométriome, par exemple, chez les patientes ménopausées avec des petits endométriomes qui ne sont pas symptomatiques. Il n'y a pas d'indication à surveiller de manière régulière par échographie ces patientes. C'est un surrisque il y a un risque de cancérisation de mémoire, je dirais, de 1,4%. C'est dans cet ordre-là, donc qui est vraiment très, très faible. Donc, il n'y a pas d'indication. C'était la question d'avant, est-ce qu'il faut faire des marqueurs ou pas cancéraux? Il n'y a pas d'indication à faire des marqueurs devant un kyste d'endométriose typique d'une manière générale. Donc, voilà, la réponse est non. 25 ans, biologie, infertilité, tout est rouge. Oui, alors tout est rouge, tout est, tout est négatif, je pense, tout est alarmant. C'est une bonne question. On sort du sujet, mais qu'est-ce que tu fais, Laurence? Et puis Vincent pour le Sud. Alors c'est vrai que voilà, si on est parti... Débarque à ta consultation, c'est pas toi qui l'as prescrit. Voilà, si elle débarque avec un endométriome et une réserve ovarienne basse et un souhait de préservation de fertilité, je pense que ça peut être intéressant de l'adresser à un centre d'AMP pour discuter d'une cryopréservation ovocitaire, au moins qu'elle soit informée de la possibilité de la technique, du déroulement des choses, et puis organiser ça si elle n'a pas de souhait de grossesse en AMP intraconjugal, évidemment. Et sachant qu'il faut aussi y penser sur par contre, j'insiste dessus, sur les femmes qui ont déjà été opérées d'une endométriose pelvienne et qui reviennent avec une récidive controlatérale d'un kyste d'endométriose. Là, pour le coup, je pense que souvent, du coup, elles ont quand même un âge qui a aussi un petit peu avancé. Si la dame n'a pas d'enfant et un projet de grossesse dans son futur, savoir penser, dans le cas de récidive d'une endométriose déjà opérée, avant de se lancer dans cette chirurgie, l'adresser pour une cryopréservation. Toi, Marlène, c'est la question qui était posée au chat, dont on commence à avoir les réponses. Du coup, sur est-ce que tu adresserais dans ce cadre de la cryopréservation d'endométriome de petite taille la patiente pour discuter d'une cryopréservation, ou finalement tu dis je botte en touche, je l'adresse à un gynéco Moi, je pense que je l'adresse en AMP, je pense, pour qu'elle ait toutes les questions, si elle a des questions bien particulières par rapport à ça, je pense que c'est utile qu'elle ait un gynéco, une gynéco pour répondre à tout ça et toutes les possibilités qui lui sont offertes. Je pense que moi, j'adresse en AMP. Tout à fait. Donc, tu fais partie du CAR qui propose ça. Les deux se discutent. Hein. C'est vrai que ça dépend des centres. Il y a des centres qui disent moi, je préfère, même si là, l'endométriome est petit, elle est jeune, moi, j'ai plutôt cryopréservé si c'est bilatéral, si c'est gros, si c'est une récidive. C'est peut-être un petit peu plus daté, entre guillemets, que finalement cryopréservé d'emblée. Mais ça se discute avec notamment les mauvais résultats parfois de la cryopréservation. Donc là encore, on a pas mal de connaissances à améliorer pour mieux guider les patientes.
C'est vrai que la mouvance va peut-être quand même plutôt à la cryopréservation. Dans le sud, ça se passe comment, Vincent? Alors, ça se passe toujours bien dans le sud. Non, je voulais plutôt vous faire un retour, c'est-à-dire nous sur l'ouverture des différents sites qui font la préservation de la fertilité, je voulais partager avec vous, est-ce que vous avez une bonne identification au Pays de Loire justement des centres qui proposent cette PF? Attends, j'étais en train de lire les questions, les questions du chat, excuse-moi, j'ai pas entendu. Je disais, Laurence et Marlène, est-ce que vous, sur le territoire, vous avez l'impression qu'il y a une bonne identification des centres qui, justement, peuvent proposer cette préservation de la fertilité? Je vous dis ça parce que l'expérience du Sud, ça a été, mais peut-être pas partout, c'est ça qui est intéressant dans ce Tour de France, c'est d'abord la conservation pour les cancers, et puis après, on peut aussi en faire de l'endométriose, mais au final, quels sont les centres qui en font? Je ne sais pas chez vous comment vous avez sans identifier sur le territoire, est-ce que c'est bien clair? Alors, Je ne sais pas pour les patientes. Laurence, vas-y, je te laisse répondre. Et tu pourras répondre aussi à la question, expliquer la cryopréservation, puisqu'on nous demande finalement de quelle thérapeutique on est en train de parler. Donc, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été clair sur les possibilités de cryopréservation chez la patiente qui a de l'endométriose, en 2 mots. La cryopréservation chez les patientes, alors c'est une possibilité thérapeutique qui est ouverte à toute personne qui a une pathologie ou un traitement susceptible de réduire ou de diminuer sa fertilité. Donc il y a 2 types de préservation qui existent. La préservation masculine, qui est principalement le prélèvement de spermatozoïdes, le plus connu, c'est avant une chimiothérapie. Et la préservation féminine, qui va être donc la préservation des ovocytes de la femme. Donc, ce traitement-là est proposé avant, de la même façon, un traitement qui peut être potentiellement altérant sur sa fertilité, principalement les pathologies cancéreuses, mais également, c'est autorisé par la loi dans le cadre de pathologies non cancéreuses et principalement l'endométriose. On imagine aisément qu'une endométriose extensive pelvienne puisse altérer avec le temps le potentiel et la réserve ovarienne. Donc, en 2-3 mots pour expliquer comment ça se passe, c'est exactement le même traitement que pour une prise en charge en FIV. On va stimuler l'ovulation de la patiente, faire une ponction pour recueillir les ovules, et ces ovules vont être ensuite congelés au niveau d'un labo d'AMP de biologie pour être utilisés ultérieurement, peut-être ou peut-être pas. Donc ça, c'est une possibilité qui est ouverte par la loi dans différents centres de PMA. Et après, pour revenir sur le maillage territorial, alors effectivement, moi je travaille dans un centre d'AMP, donc forcément, je sais, mais le maillage pour les patientes, les médecins généralistes, enfin l'explication pour les patientes, les médecins généralistes et les sages-femmes, au niveau des Pays de la Loire, il y a, je pense comme dans toutes les régions françaises, il y a des centres de gestion de la cancérologie, donc c'est OncoPL, qui communique beaucoup sur ce sujet-là, donc qui a pas mal communiqué sur la préservation à visée pour les patientes qui sont en traitement d'oncologie auprès des cancérologues. Pour la préservation des pathologies non cancéreuses, je suis pas sûr que l'information passe. Alors effectivement, on l'a fait passer via des formations qu'on peut organiser en Sarthe, en Maine-et-Loire, en Mayenne. Je pense qu'il y a un petit peu ça, des DPC, des choses comme ça, pour que les médecins généralistes, les sages-femmes, les gynécologues médicaux puissent nous adresser les patientes, mais très probablement, et je pense que c'est un petit peu pareil partout, l'information doit sûrement être à améliorer. Je suis assez d'accord. On y pense de manière beaucoup plus systématique dans les pathologies cancéreuses des femmes. L'endométriose, c'est pas encore systématique. Et je pense qu'il y a pas mal d'infos en fait à passer sur ce sujet-là. Je suis d'accord. Vincent, mais ouais, je pense que c'est vrai, il y a l'endométriose. Finalement, il y a quand même eu un focus sur l'endométriose. Il va y avoir, finalement, on va en parler beaucoup puisque vu que ça va être ouvert probablement à tous. Il y avait d'autres pathologies qui ont complètement été oubliées. Le fibrome, finalement, qui doit être opéré, c'est aussi dramatique. Toutes les pathologies, finalement, immunitaires avec des traitements qui contre-indiquent les grossesses pendant plusieurs années ont totalement été oubliées aussi. Donc, voilà, tout dépend de la médecine qui ont été un peu oubliées par cette cryopréservation. Il y a eu un petit focus sur l'endométriose, tant mieux pour les patientes qui souffrent d'endométriose, mais c'est vrai que je pense que les voies de bioéthique vont permettre de rééquilibrer ça. Le problème, c'est que c'est pour tout le monde, donc ça va être noyé. Je suis pas sûr que ça soit vraiment un bénéfice pour tout le monde. On verra comment ça va évoluer. Vincent, est-ce que tu vas pouvoir parler un peu de chirurgie finalement sur cet endométriome de 4 cm? Est-ce que tu l'opères?
le pour, le contre, les tailles où il faut opérer. Tu nous fais un petit Si je suis chirurgien, je l'opère. Hein. Si je suis chirurgien. Avant les vacances, surtout. Voilà, j'ai une patiente hyperalgique en 8e récidive, bien sûr. Il nous restera 10 minutes, donc il faudra parler après d'une question rémanente sur le chat, Guillaume, qui est adénomiose et patiente de plus de 40 ans. Pour répondre sur la chirurgie de l'endométriome, c'est une très mauvaise chirurgie. On a des très bons papiers qui nous disent que quand on pense retirer l'endométriome de façon exclusive, on emmène toujours du bon parenchyme ovarien et donc on est toujours délabrant sur la réserve ovarienne, que ce soit sur des suivis biologiques ou échographiques, les suites sont toujours à peu près les mêmes. L'idée, c'est que quand il faut y aller. Mais c'est pas que l'endométriome qui nous fait y aller, c'est soit sur des chirurgies mixtes, d'endométriose profonde, où il n'y a pas que ça en fait à retirer. Le mythe de la torsion sur l'endométriome est possible, mais à relativiser par rapport aux autres tailles de kystes, parce que souvent l'endométriome n'est pas seul et donc du coup il ne va pas se tordre aussi facilement que ça, même s'il dépasse 4-5 cm. En PMA, souvent les FIVistes, des fois, nous demandent pour des questions d'accessibilité ovarienne, mais souvent on se rend compte ensemble que le problème n'est pas l'endométriome, c'est le fait qu'il est collé en fait. Donc en fait, c'est pas vraiment que l'endométriome. Les équipes de FIVistes ont très bien montré et très bien publié qu'ils avaient des techniques justement non chirurgicales mais interventionnelles de ponction, drainage qui maintenant montrent des résultats qui sont assez stables. Hein. Les publis se sont succédés les unes après les autres. Mais grosso modo, les techniques d'alcoolisation, indépendamment de l'anecdote de la patiente qui titube sur le parking après parce qu'on a oublié de réaspirer l'alcool qu'on avait mis dans l'endométriome, grosso modo, c'est des techniques qui marchent assez bien. Donc, du point de vue chirurgie, l'endométriome, c'est quand même rarement une indication rêvée par le chirurgien. Après, Guillaume, tu vas nous faire part de ton expérience et de ton avis aussi. Hein. Je suis d'accord. S'il n'est pas douloureux, on va pas l'opérer. Classiquement, dans les recos, c'était 7 cm, mais de plus en plus, finalement, des voies s'élèvent pour peut-être replacer des techniques type l'alcoolisation. Donc, on évacue finalement l'endométriome, mais on l'alcoolise en première intention, alors qu'il était plutôt finalement dans les récidives. Rapidement, du coup, l'adénomiose, il nous reste 5 minutes pour répondre aux questions, 7 minutes pour être précis. Donc, juste pour introduire, donc c'était un cas d'adénomiose qu'on s'était posé sur le cas clinique numéro 3, avec des années, après un lourd passé d'endométriose, une errance diagnostique. Elle a été diagnostiquée à Paris. On n'est pas très loin de Paris par rapport à vous, c'est l'Espagne ou c'est Paris. Elle a eu 2 grossesses par fécondation in vitro après plusieurs échecs et de nombreux traitements avaient été instaurés. Elle est sous macroprogestatif, acétate de chlormadinone et en continu depuis 5 ans, mais elle a une baisse de libido, une prise de poids et elle souhaite arrêter les progestatifs. Donc, ça répond un peu à la question sur quelle approche thérapeutique pour les patientes âgées. Alors, je ne sais pas si j'ai pas dit qu'on était âgé à, je ne sais plus quel âge elle a, cette notre patiente, 47 ans, je n'ai pas dit ça, mais on va y répondre un peu. Marlène, toi, tu as une patiente finalement qui vient pour des ménorrhagies, une pesanteur, qui est. Moi, je prescris une écho. Oui. Ouais, je prescris une écho. Elle a un passé d'endométriose, donc je pense forcément à l'adénomiose, mais elle peut avoir toute autre chose. Et donc, dans le cas clinique, elle souhaite arrêter les macroprogestatifs. Qu'est-ce que je lui réponds? Eh bien, je lui réponds que c'est possible, que voilà, baisse de libido, c'est possible que ça puisse être en lien, également la prise de poids importante. Donc d'abord écho, et puis après, si éventuellement une adénomiose était confirmée, eh bien probablement que je l'adresse à un gynécologue pour prise en charge. Ouais, c'est une bonne idée. C'est vrai qu'un petit mot quand même sur l'acétate de chlormadinone, donc le Luthéran. Vous savez qu'il y a eu l'alerte ANSM sur les macroprogestatifs pour le risque de méningiome, avec nécessité de faire des IRM cérébrales pour les patientes qui le sont. Si vous voulez prescrire un macroprogestatif, je pense qu'il vaut mieux prescrire du Dienogest pour ces patientes. Après là, je suis pas sûr qu'elle adhère vraiment à un changement de macroprogestatif pour l'instant. Seul traitement médical
si l'adénomiose été confirmée à l'échographie, serait effectivement peut-être un SIO lévonorgestrel, mais pareil, là, je pense que ça sera compliqué de lui vendre un traitement hormonal quand on arrive un petit peu en bout de course. Pourtant, ça aurait pu être une bonne indication chez ces patients qui ont de l'endométriose et de l'adénomiose. Je vous rappelle que ça a été élargi à 6 ans maintenant, l'indication du DUO lévonorgestrel, dont je ne sais pas la marque, mais que tout le monde connaît puisqu'on est. Mais voilà, c'est 6 ans et plus 5 ans. Du coup, on peut faire un peu de chirurgie pour moi, et c'est la place des destructions d'endomètre, voire de l'hystérectomie dans les patients d'adénomiose. Et peut-être qu'on peut finir sur les 3 minutes sur qu'est-ce qui restait comme question sur l'imagerie. Bien sûr qu'il y a un surdiagnostic d'imagerie d'adénomiose. Probablement qu'on voit de l'adénomiose sur presque toutes les échographies. Alors, c'est pareil, est-ce qu'il faut le dire, pas le dire? C'est un petit peu comme le débat sur la fertilité. C'est pas toujours rendre service aux patientes, d'autant que adénomiose et infertilité, on ne sait vraiment pas quoi en faire. Et c'est très, très compliqué. Vous le savez, si on fait sur des pièces d'hystérectomie, des coupes en coupe serrée très fines, finalement, on va trouver de l'adénomiose sur toutes les patientes pratiquement qui ont une hystérectomie en France. Donc, c'est peut-être aussi il y a probablement plusieurs types d'adénomiose. Une adénomiose qui est liée vraiment à l'endométriose et peut-être une adénomiose qui se développe, entre guillemets, avec le vieillissement utérin. On ne sait pas encore grand-chose de la physiopathe. Vincent, est-ce que tu as des questions chat à traiter avant que l'on s'arrête pour les 2 minutes? Endométriose et fertilité, tu nous dis 2 mots, Laurence? Il te reste 1 minute avant de profiter de tes vacances. Endométriose et fertilité, gros problème. C'est vrai que la question qu'on se pose souvent quand on doit prendre en charge une patiente qui du coup est dans un souhait de grossesse et qui sur les examens paracliniques du bilan de PMA présente une endométriose, c'est est-ce qu'on propose une PMA en premier, une FIV ou une insémination, ou est-ce qu'on lui propose une chirurgie? Donc c'est là que on va évidemment se baser sur le bilan complet de PMA, le bilan du conjoint, l'examen des trompes, la réserve ovarienne, l'âge de la patiente, la durée de fertilité. Et après, ça va être une discussion avec le couple pour voir vers quoi est-ce qu'on se dirige. S'il y a d'autres anomalies associées, tubaires ou masculines, la question est vite réglée. S'il n'y en a pas, le fait d'opérer parfois peut permettre d'augmenter la fertilité spontanée de la patiente. Donc, ça peut quand même être intéressant pour ne pas trop médicaliser les choses. Mais voilà, ça va dépendre un petit peu de où le couple en est dans son parcours de PMA, sachant que moi j'hésite pas à dire dans ces cas-là, on part suivre en intention pour ça, pour telle raison. Mais si dans un second temps on a des échecs de prise en charge en FIV, parce que parfois les patientes reposent beaucoup d'espoir sur la PMA et oublient les 50% d'échecs après la première FIV, on pourra se poser dans un second temps la question d'opérer l'endométriose pour augmenter vos chances d'implantation. Merci Laurence. Merci Laurence, on n'a pas effectivement assez parlé, merci pour ce mot de la fin, on n'a effectivement pas assez parlé du côté multidisciplinaire. Après, on ne peut pas parler de tout en 1h30 et c'est pour ça qu'on vous donnera bientôt rendez-vous à un prochain webinaire sur ce sujet, j'espère dans une autre région de France. Merci beaucoup à Marlène Berthaud et à Laurence Wittrich pour ces interventions de terrain. Effectivement, la pluridisciplinarité de la prise en charge de ces patientes est quand même au cœur des discussions. Je laisserai quand même à un local le mot de la fin. Merci en tout cas à tout le staff technique et au soutien de Bezin pour avoir ce temps d'échange à plusieurs. Et Guillaume, je te laisse le mot de la fin avec un grand plaisir. Merci Vincent, merci d'être là toi aussi. Merci à Marlène et Laurence bien évidemment pour leurs remarques pertinentes. Merci à vous aussi derrière vos écrans, vous avez joué le jeu des petites questions de chat pour répondre aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions pour les prochains webinaires, pour nous donner des idées pour répondre au mieux à vos problématiques de terrain, même si vous ne faites pas partie des Pays de Loire, c'était bien évidemment pas réservé qu'aux Ligériens. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Je remercie bien évidemment toute
toute l'équipe de Bezin et de Comenco qui a fait un énorme travail sur ce webinaire. À bientôt, bel été, profitez-en et j'espère que ça va durer et qu'on se reverra rendez-vous sur la pour des débats plus encore enflammés. Merci, au revoir. Merci beaucoup.